quelqu'un a-t-il des remarques? Non? Donc, prenons nos petites habitudes. Pour prendre la main, idéalement, vous cliquez dans le bas de votre écran, levez la main, parce que je ne sais pas voir tout le monde, malheureusement. Je ne sais voir que 9. Je ne sais pas voir plus. Non, je regarde. Je ne sais pas mettre, non, je ne sais en voir que 9, moi. C'est limité à 9 chez moi aussi, président, partout. Ah, voilà. OK. Mais ne levez pas la main quand on vote. Hein. C'est simplement si vous êtes contre, vous prenez la parole. Et si vous voulez prendre la parole pour le questionnement, là, vous levez la main, c'est plus simple. Ça va? Donc, je dirais à l'unanimité, sauf s'il y a une remarque, celui qui n'approuve pas le PV prend la parole. Voilà. OK, à l'unanimité. Donc, le deuxième point à l'ordre du jour, c'est la démission de la secrétaire du conseil de police, Bernard. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, premier point, démission de la fonction de secrétaire du conseil de police. Donc, suite au souhait de Dominique Ballon de prester à mi-temps, nous avons procédé à une réelle réorganisation de notre direction administrative non opérationnelle. Et dans celle-ci, on a convenu, et en accord avec tout le monde, que Dominique quitterait ses fonctions du collège et du conseil pour permettre de consacrer son mi-temps uniquement à des tâches directement en rapport avec la gestion non opérationnelle de la zone, et en particulier la gestion du personnel. Et donc, elle a remis une lettre de démission. Il est proposé de l'accepter à partir du 1er mai 2021. Donc aujourd'hui, c'est encore elle qui assure le secrétariat du conseil, probablement pour la dernière fois, et elle sera remplacée à partir du 1er mai. Voilà, je ne sais pas. Quelqu'un a-t-il des questions? Non. Ben voilà, je crois qu'au nom du conseil, Dominique, on peut en tous les cas te remercier pour le travail que tu as accompli durant toutes ces années. Ben, je dirais depuis le début, je pense, de mémoire. Hein. C'était toi, donc plus ou moins depuis le début. Donc, ça fait déjà quelques années. Donc, grand merci à toi pour le travail accompli. Tu es toujours chez nous. Continue à travailler comme ça dans tes nouvelles missions. Merci. Ah, vous pouvez acclamer avec le petit icône là. Voilà. Je crois qu'il y a une question. Non, je ne vois pas de main levée. Si, moi je vois Alain Bezoé. Oui, donc voilà, je voulais remercier aussi Dominique pour tout ce qu'elle a fait, parce que on a toujours les PV à temps, à heure, les invitations, c'est toujours réglé comme du papier à musique. Et un tout grand merci pour tout ce que tu as fait. Voilà, à l'unanimité. Hein. Merci. Donc, on va passer au point 3 qui est la désignation d'un nouveau secrétaire de conseil. Bernard. Oui, donc suite à la démission de Dominique, il est proposé que M. Fabrice Rochette, donc, qui est déjà ici à côté de nous aujourd'hui et qui est d'accord d'exercer ses fonctions, soit désigné par le conseil. Il est déjà depuis le mois passé secrétaire du collège et il est essentiellement chargé de la gestion des infrastructures de la zone, et il est aussi notre conseiller en prévention. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Il est déjà présent avec nous, donc oui, bienvenue à Fabrice. Tu vois, Alain t'a déjà mis la pression, Fabrice, pour avoir les PV à temps et à heure, les invitations et tout. Donc, bienvenue à toi et garde, je dirais, la rigueur de Dominique pour la suite des mois et des années à venir dans ce poste-là. Donc, je pense que c'est à l'unanimité, je pense, sauf si quelqu'un... je ne vois rien qui bouge. OK, voilà, bienvenue alors Fabrice. Et donc, de ce fait, il y a une allocation de secrétaire de zone divisionnaire. Oui, exactement. Donc, à partir du 1er mai, M. Rochette donc, reprendra les fonctions de Dominique,
Et la loi sur la police intégrée prévoit que le conseil de police peut fixer une indemnité pour le secrétaire de zone. Cette indemnité ne peut être supérieure à 90% de l'allocation du mandat du chef de corps. Elle est prévue en guise de compensation pour les responsabilités assurées par le secrétaire et pour les prestations assurées en dehors des heures normales de bureau. Le collège propose au conseil d'accorder une indemnité de 25% de l'allocation de mandat du chef de corps à M. Rochette, à savoir un montant annuel de 2918 € à l'index actuel. C'est brut, évidemment. Cette indemnité couvrira aussi les heures de prestation au conseil de police qui ne pourront donc plus être comptabilisées. S'agissant d'un remplacement, il n'y a aucun impact puisque c'est cent pour cent l'allocation que Dominique touchait. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Non. À l'unanimité, alors. Hein, une main au maire. Ah oui, LO, je vois. Comme l'a C'est dit, bizarre. Alain Bezoé, à la condition qu'il fasse aussi bien que Dominique Ballon. Trêve de plaisanterie. Hein. Ok, ça va. Ok. On fera une évaluation dans 6 mois. Ok, je comprends. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je ne voyais pas les mains. Ça va, j'ai compris. Point suivant, donc, c'est les comptes 2020. Donc, Denis est là, notre comptable spécial. Je suppose que c'est lui qui va nous les présenter. Bonsoir à toutes et tous. J'enchaîne avec un partage de PowerPoint. Voilà donc le compte de la zone de police Haute-Meuse pour l'année 2020, qui est un compte positif. C'est un bon cru, dirons-nous. Un résultat budgétaire au service ordinaire qui s'élève à 770 816 €, qui trouve son origine en partie dans des indemnités pour accidents du travail qui nous sont allouées par nos assureurs pour un montant de 93 000 €, des notes de crédit ristourne pour un montant de 4 700 €, une subvention NAPAP. Nous avions été, rappelez-vous, très prudents l'année dernière en prévoyant un montant tout à fait raisonnable, et on a eu en fait plus de 500 000 € de recettes NAPAP l'année dernière, donc ce qui fait un montant supplémentaire de 261 000 € par rapport à ce que nous avions prévu initialement au budget. Subvention destinée à stimuler certaines initiatives, donc on a eu 21 324 €, et nous avons reçu aussi 8 129 € à peu près dans le cadre de la dotation salle d'use. On a aussi une diminution des prévisions de dépenses de personnel de l'ordre de 360 000 €, ce qui représente à peu près 3% des dépenses de personnel de la zone, qui, eux, représentent toujours à peu près 90% du budget de notre zone de police. Une diminution aussi des dépenses de fonctionnement par rapport à nos prévisions, de l'ordre de 129 000 €. Ça comprend des frais de déplacement, des indemnités voyage diverses, des fournitures de bureau, des frais téléphoniques de fonctionnement informatique, de représentation, de réception, des frais de formation, de fournitures techniques, de prestations de tiers, du combustible aussi pour chauffage, du carburant de véhicules, impôts et taxes diverses. Donc nous avions suffisamment de crédit l'année dernière pour faire face à nos obligations, et certains articles ont été minorés dans les faits. Ce qui nous donne un résultat comptable de 882 000 €, ce qui est un résultat tout à fait intéressant. Nous avons des crédits reportés pour un montant de 112 000 €. Et le résultat budgétaire, quant à lui, au niveau de l'extraordinaire, il s'élève à 188 658 € pour l'année 2020. L'origine du résultat du boni extraordinaire, donc c'est un crédit complémentaire pour le nouvel hôtel de police. Donc on a eu besoin de 14 279 € de moins que ce que nous avions prévu. On a une diminution aussi de l'ordre de 91 000 € par rapport à ce que nous avions prévu pour l'équipement, la maintenance des bâtiments administratifs. Donc on avait vu largement les choses au niveau de l'estimation, et certaines choses, vous le verrez, vont revenir au travers de la modification budgétaire 2021 que je vais vous présenter après.
Une diminution de 39 000 € par rapport à ce que nous avions prévu pour l'achat de mobilier de bureau, moins 8 700 par rapport au matériel informatique. Et nous n'avons pas utilisé un crédit pour l'acquisition de matériel de télécommunication Astrid. Nous avons aussi une diminution de l'ordre de 17 000 € pour l'acquisition de voitures camionnettes. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avions effectué une modification budgétaire numéro 3 un petit peu tard par rapport aux délais qui sont impartis par la tutelle pour financer un véhicule. Donc, nous avons dû reporter ce financement à l'AMB 2021 que je vais vous présenter ensuite. Et 2 000 € de crédit pour l'acquisition d'armement, nous n'en avons pas eu besoin en 2020. Ce qui nous donne à l'extraordinaire un résultat comptable de l'ordre de 362 758 €, 174 000 € de crédit reporté. Donc la notion de crédit reporté, c'est l'idée qu'au 31 décembre, toutes nos factures n'étaient pas payées, et c'est ce que nous avons dû reporter pour payer les factures de 2020 en 2021. Naturellement, à l'heure où je vous parle, quasi tout est réglé. Au niveau des recettes ordinaires de transfert, je vous ai fait un tableau donc, qui détermine l'origine du financement de notre zone de police. Donc, ce sont des subventions principalement du fédéral, de l'ordre de 4 700 000, qui représentent à peu près 44% de notre budget. Nos villes et communes interviennent à raison de 32,26% pour un montant de 3 478 000 € à peu près. Et je salue toujours mes consoeurs et confrères des villes et communes pour leur versement régulier, ce qui nous permet de continuer à avoir une trésorerie qui soit tout à fait satisfaisante. Une subvention sociale qui s'élève à 1 334 000, donc 12,38% des recettes ordinaires. Convention sécurité routière, 521 000 €, 4,84%. Les détachés de notre zone de police, donc ce sont des gens à qui nous payons le traitement, qui sont détachés au niveau du fédéral. On nous rembourse un montant de 178 000 €, 1,65%. La fameuse subvention NAPAP, qui revêt un caractère très important pour nous et de nombreuses zones de police. Donc 510 000 €, rappelez-vous, plus haut, 260 000 € sont à comptabiliser dans notre boni ordinaire. Le subside des services publics de Wallonie qui passe par la ville de Dinan pour un assistant social, un montant de 1 790 € pour un projet Activa et 7 188 € pour des éléments divers du type ETIAS, FEDRIS. Au niveau des dépenses ordinaires de personnel, si on comptabilise les dépenses ordinaires de prélèvement, on arrive à 81%, 5,51% en matière de fonctionnement, 0,44% dans nos dépenses de transfert et 2,36% pour la dette. Si on exclut les écritures de prélèvement, et les indications sont plus rationnelles du coup, on revient donc à des dépenses de l'ordre de 90,70% pour nos agents de police et pour notre personnel de la zone de police, 6,17% pour les frais de fonctionnement, 0,49% en frais de transfert et des dépenses de dette qui représentent 2,64% de la part des dépenses de notre zone de police, ce qui est relativement faible malgré la dépense liée au nouvel hôtel de police. Un bilan qui s'élève à 11 822 630 € et 64 centimes. Un compte de résultat qui nous présente un boni courant à 418 501 €, un boni d'exploitation à 161 703 €, boni exceptionnel 871 621 €, boni d'exercice 733 000 €. Notre fonds de réserve présente tout de suite des couleurs un petit peu plus satisfaisantes que celles que nous avions à la construction du budget initial en 2021. On a un fonds de réserve ordinaire qui s'élève à 576 724 € et un fonds de réserve extraordinaire qui s'élève à 10 369,09 €. Au niveau de ce boni budgétaire, nous avons donc un montant de 770 816 € et 41 centimes à l'ordinaire et 188 658 € et 92 centimes à l'extraordinaire, soit grosso modo 950 000 €.
que nous allons intégrer, et je vous l'expliquerai après, dans le cadre de notre modification budgétaire numéro 1 en 2021. Ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, rappelez-vous aussi, quand on avait dû préparer le budget 2021, il était assez difficile et nous avions dû épuiser nos fonds de réserve pour pouvoir financer correctement notre budget. Il y avait toute une série d'incertitudes qui planaient sur les subventions fédérales, donc la chose s'est un peu améliorée, mais nous avons toujours une incertitude par rapport aux recettes de NAPAP qu'on ne peut pas encore inscrire pour l'exercice 2021 qui viendront ultérieurement. Je vous ai fait un nouveau tableau pour vous présenter en fait un historique sur le boni, voire le Mali budgétaire ou comptable depuis l'année 2016. Donc on voit qu'au niveau global, en 2016, nous étions à un boni de 625 000 €, 411 000 € en 2017. Ici, nous avions un Mali à l'extraordinaire, mais c'est une écriture comptable qui était liée simplement au financement du nouvel hôtel de police. En 2019, nous avions un boni de 643 000 € et nous montons maintenant à 659 000 €. Donc, c'est toujours une approche prudentielle des recettes et des dépenses qui nous permet d'afficher un boni budgétaire qui ensuite, en second temps, nous permet d'alimenter notre fonds de réserve pour le budget de l'année suivante notamment, ainsi que nos modifications budgétaires en cours d'exercice. J'ai un bilan à vous proposer aussi. J'entends parfois beaucoup de réflexions sur le coût du nouvel hôtel de police à Dinan et je tiens ici quelque part à vous rassurer sur le fait que nous avons été tout à fait dans les plots qui avaient été décidés par le conseil de police. Le montant total des travaux s'est élevé à 7 613 647 € et 80 centimes TVA comprise. 1 000 € pour ces fameuses terres polluées que nous avons dû traiter suite à un nouveau décret sur le plan fédéral, rappelons-le, une pollution naturelle qui n'était pas détectée au début, donc une surprise en cours de route, et nous avons dû procéder à un emprunt complémentaire pour financer ce montant de 461 000 €. En cours de chemin, nous avons aussi eu la bonne idée d'équiper le bâtiment en panneaux photovoltaïques pour un montant de 92 459 €. Et là aussi, il s'agit d'un investissement productif, donc on va récupérer beaucoup plus que ce montant qui est investi. Nous avons malheureusement eu aussi un surcoût dans le cadre de la crise pandémique du Covid-19 qui s'élève à 26 867 €. Donc c'est ce montant que nous avons versé à notre adjudicataire Mouri, qui au départ nous réclamait pas moins de 288 000 €. Donc nous avons pu avoir ce qu'on appelle un gentleman agreement avec eux, en échange du fait qu'ils ne se retourneraient pas sur la zone de police pour avoir des compensations par rapport aux pertes qu'ils auraient encourues dans le cadre du Covid-19. Donc ça, c'est une très bonne opération ici. Ça a été une discussion âpre qui a été menée par notre chef de corps et notre président. Les nouvelles dispositions ministérielles aussi nous ont amené à prévoir un montant supplémentaire de 37 000 € qui n'était pas prévu naturellement pour une sécurisation supplémentaire de l'accueil au niveau du nouvel hôtel de police. Et donc, si j'isole ces montants-là, qui sont tout à fait exogènes à notre volonté, que nous n'aurions pas pu prévoir, sauf les panneaux photovoltaïques pour 92 000 €, mais qui constituent un investissement productif, nous arrivons donc à un coût de 6 995 673 € pour une estimation initiale de 7 millions d'euros, TVA comprise. Là, je salue bien évidemment les diverses personnes qui ont œuvré pour arriver à ce résultat-là. Mon expérience personnelle, notamment à la ville de Namur, à d'autres endroits, m'a souvent amené à devoir faire face à de très gros suppléments dans le cadre des marchés publics. Et ici, on se trouve à un supplément tout à fait exogène qui s'élève à moins de 10%. Et donc, volontairement, nous sommes en dessous des 7 millions d'euros prévus initialement au niveau du conseil de police. Au niveau de la charge annuelle de nos emprunts, là aussi, chapeau bas, parce qu'on a pu avoir des emprunts des taux très compétitifs.
une partie en taux fixe à 1,63% en 30 ans, ce qui est exceptionnel, une autre partie en taux variable, qui est un taux vraiment dérisoire pour le moment. La fin des travaux de l'hôtel de police, qui signifie le début de la garantie décennale, s'est passé le 7 octobre 2020. Nous aurons une réception définitive le 7 octobre 2021, donc un an après la réception provisoire, comme vous le savez. Et nous avons gardé, en titre de garantie, un montant supplémentaire de 382 000 €, correspondant à l'état d'avancement numéro 17. Donc, on attend la fin de cette durée de réception définitive pour libérer ces fonds à l'adjudicataire Moury, ce qui nous donne naturellement un moyen de pression par rapport à la bonne suite, à la bonne prise en compte de la garantie et des interventions ultérieures qui auraient lieu en cours d'année. Au niveau du Covid, pour l'ensemble de l'exercice 2020, nous avons estimé donc un montant de 17 000 € en dépenses réelles pour l'achat de masques, de gel, de sprays, de gants, de lingettes, de visières et de cloisons plexi. On doit rajouter ce fameux montant de 26 000 € pour le Covid-19, ce qui nous donne un surcoût qui n'était pas prévisible pour l'exercice 2020 de l'ordre de 43 954 €. Voilà, merci pour votre attention et je vous écoute si vous avez des questions. Bien, merci pour ta présentation très claire, Denis. Comme tu dis, c'est un résultat intéressant, mais heureusement, parce que ça nous permet de financer notre fonds de réserve. Et ça permet jusqu'à aujourd'hui de ne pas augmenter nos dotations communales. On verra dans les mois à venir. Donc, avant de passer à l'AMB, je vois qu'il y a un invité, mais je ne vois pas son nom. Je vois qu'il y a Philippe Vinck, mais au-dessus, je ne sais pas qui c'est. Donc, je propose à celui qui... Ah, c'est Joseph. Oui. Vas-y, Joseph. Micro. Mets ton micro, Joseph. Non, il ne voulait pas parler. Voilà. Ah, voilà, il avait... On t'entend, vas-y. Donc, une question relative à la diminution des frais de fonctionnement. Est-ce qu'on peut savoir si ces frais de fonctionnement ont diminué suite à des fonctionnements moindres suite à la crise du Covid, ou est-ce que c'est des éléments structurels et qu'on peut espérer les autres années avoir des dépenses qui soient du même ordre? Non, franchement, les frais de fonctionnement, on est... Allez, comme on l'a dit, c'est un budget assez prudent chaque fois, mais on est... C'est pas du tout du structurel, quoi. C'est de l'argent qui, pour une fois, n'a pas été dépensé à certains postes, mais qui sera peut-être dépensé l'année prochaine, quoi. Donc, surtout en ce qui concerne l'infrastructure. Et en ce qui concerne le poste le plus important d'économie, là, concernant les frais de personnel, là, c'est assez étonnant qu'on se retrouve avec 360 000 € qui n'ont pas été utilisés, dans le sens où c'est même pas nous qui les calculons, c'est un moteur salarial qui fait le calcul sur base du personnel, je vais dire du payroll, et puis finalement on se retrouve avec 360 000 €. C'est un peu à se demander comment ce moteur salarial fonctionne, quoi. Mais il ne faut pas s'attendre à des économies structurelles sur base du compte 2020, quoi. Ok. Philippe. Oui, bonsoir, merci à Denis pour le travail. J'avais quelques craintes précédemment quant à l'hôtel de police. Je vois qu'elle n'était pas fondée, donc tant mieux, on reste vraiment dans les clous. J'ai juste deux petites questions. La subvention salle d'use, est-ce que c'est la première année? Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Et alors, concernant tous les frais liés au Covid, n'a-t-on pas une subvention fédérale comme les communes? Je ne sais pas si les zones ont une subvention pour ça ou pas. Merci. Concernant la convention salle d'use, c'est effectivement un subside récurrent, mais qui est toujours annoncé très tard dans l'année et versé sans doute au mois de décembre ou au mois de janvier de l'année suivante, et dont le montant diffère d'une année à l'autre, quoi. Donc on ne sait jamais très bien ce qu'on va avoir, mais ce n'est pas nouveau. Et la deuxième question concernait les frais Covid. Donc, les frais Covid, nous n'avons pas reçu d'aide financière. Par contre, on a reçu à certains moments quelques petites aides en matériel
du type bidon de gel, du type fourniture de masques via la police fédérale, quoi, via le fédéral. Mais financièrement, on n'a pas reçu de subside Covid. Non. Ok, la subvention SALDU, c'est quoi exactement? Mais en fait, c'est une subvention qui a été créée suite à la loi Saldus. Donc la loi Saldus, c'est une loi qui prévoit des droits plus étendus pour les personnes entendues par la police, notamment le droit de recourir à un avocat et ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir répondre à ces différents droits, ça nécessite du travail supplémentaire, voire des infrastructures supplémentaires pour les services de police, comme le fait d'enregistrer les auditions, le fait de devoir attendre que l'avocat se déplace et donc d'immobiliser du personnel qui attend. Et donc, c'est en fonction de cela et en fonction des auditions Saldus qu'on fait, qu'on reçoit un subside, mais qui n'est pas garanti, mais qui est récurrent depuis maintenant, je vais dire, 4-5 ans. Ok, merci beaucoup. Je ne savais pas du tout. Merci. De rien. Voilà, tiens, Philippe. Omer. Oui, ben, j'avais la même question par rapport à Saldus parce que je ne savais pas ce que c'était. J'ai vu aussi qu'il y avait eu 21 324, c'est juste des questions de précision, je vous rassure, 21 324 € concernant des initiatives. Et alors, une subvention sociale d'1 334 466,86 €. Et qu'est-ce que c'est que la subvention sociale? C'est les assistantes sociales de la zone ou quoi? Non, absolument pas. La subvention sociale, c'est très compliqué. Hein. Je laisserai peut-être Denis l'expliquer. Donc, la subvention région wallonne via la ville de Dinan, 30 800 €, ça, c'est une subvention pour l'assistance sociale, pour l'assistance aux victimes. Donc, elle est versée par la région wallonne, elle est de 30 800 € depuis 20 ans. On a déjà essayé de faire bouger ça parce que ça correspond peu à grand-chose, mais c'est inutile, on n'y arrive pas. Il y avait une question aussi concernant la subvention sociale. Et la troisième, c'était? Les initiatives. Les initiatives, c'est aussi, hein, c'est un petit peu le genre dotation Saldus, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et en fait, ça a été créé pour inciter à prendre des initiatives, pour inciter à recruter des policiers. Voilà, donc, bon, mais on ne nous demande pas de justificatif, quoi. Hein. Donc, les 21 000, ils tombent dans le pot et on en fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. La subvention sociale, c'est très compliqué. Je vais peut-être laisser la parole à Denis, s'il peut l'expliquer. Oui, donc chaque mois, tous les 5 de chaque mois, l'ONSS prélève un montant sur le compte de la zone de police pour les cotisations ONSS naturellement. Et dans le montant qui prélève chaque mois, il y a une partie qui ne prélève pas. Et cette partie qui ne prélève pas correspond à la dotation sociale 1 et la dotation sociale 2. Donc c'est un jeu d'écriture où en fait on paye moins à l'ONSS que ce qu'on devrait payer parce que nous avons donc cette subvention de manière indirecte. Maintenant, vous dire la genèse de cette subvention-là, ça je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Donc c'est pas de l'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent qu'on paye en moins à l'ONSS. De mémoire, c'est parce qu'à la réforme des polices, on a hérité dans les zones de police, on a intégré et des policiers communaux et des gendarmes. Et les gendarmes, il n'y avait aucune contribution qui était payée. Donc, en fonction du nombre de gendarmes qui arrivaient dans la zone, on avait une subvention sociale plus ou moins grande. Donc, on ne nous faisait pas payer ces lois sociales-là, puisqu'avant, elles n'étaient pas payées. Voilà. Et comme dans la zone de Meuse, on avait une proportion importante de policiers, on a une assez bonne subvention sociale. On a intégré un grand nombre de gendarmes, donc on a une assez bonne subvention sociale. Ok, donc c'est la tactique du fédéral. Ok, voilà, sur ces belles paroles de Bourvil, nous allons voter le compte 2020. Encore merci à Denis pour sa présentation. Est-ce que tout le monde accepte le compte, approuve le compte 2020? Je vois les têtes qui opinent dans le bon sens, donc je dirais à l'unanimité. Le compte, maintenant qu'on a un peu d'argent, Denis, tu vas nous présenter la proposition du collège pour la première modification budgétaire de l'année, si tu veux bien. C'est parfait, Président. Donc, j'enchaîne à nouveau avec un PowerPoint pour la première modification budgétaire de 2021. Au niveau des dépenses ordinaires, on a un montant supplémentaire de 72 000 €
dont 10 707 € pour des non-valeurs de droits constatés de dotation fédérale de base en 2019. Donc là, on a perdu un peu de sous sur une dotation fédérale par rapport à ce que nous avions prévu. Donc, c'est une dotation fédérale de 2019, qui est notre dotation fédérale principale. Eh bien, on a une estimation, il y a une péréquation, une indexation qui nous est défavorable. J'avais prévu un droit constaté en pensant récupérer un certain montant, ben, on ne l'aura pas. Donc ici, je fais une non-valeur de droit constaté. On a aussi, au niveau des dépenses ordinaires de personnel, un montant supplémentaire de l'ordre de 67 000 €, pardon, dont un montant de 37 000 € pour lequel Monsieur le chef de corps pourra vous donner des précisions après, et qui concerne en fait le recrutement d'un ou d'une assistante sociale à temps plein 6 mois, donc à partir du 1er juillet de cette année 2021. Au niveau des dépenses ordinaires de fonctionnement, là, on vous sollicite pour un montant supplémentaire de l'ordre de 41 000 €. On prévoit 20 000 € supplémentaires pour l'achat d'équipements individuels, c'est-à-dire des pantalons, des chaussures, des parkas bicolores. Il faut savoir que l'équipement de nos policiers doit correspondre à certains standards. Quand les standards sont renouvelés ou quand la texture change, dirons-nous, eh bien, on rachète du nouveau matériel. 6 000 € pour d'autres frais techniques que nous n'avions pas prévus initialement. 10 000 € pour des prestations de tiers. Là, ce sont effectivement ce dont Monsieur le chef de corps vous avez parlé juste avant. C'est les nouveaux contrats d'entretien, de maintenance pour l'hôtel de police, les abords, les ascenseurs, tout ce qui est HVAC, donc les ventilateurs également. On prévoit un montant supplémentaire de 3 000 € pour des prestations de tiers pour les véhicules, 54 € pour une indemnité repas supplémentaire pour cet assistant ou assistante sociale que nous allons engager pour 6 mois, et une diminution de 245 € au niveau du précompte mobilier, au niveau de notre compte courant, parce que vous savez bien qu'on n'a plus d'argent au niveau des banques sur nos comptes courants. À l'exercice propre, un supplément de 500 € en dépenses ordinaires de transfert. Un prélèvement pour alimenter le fonds de réserve de 610 502 €. 0 pour l'extraordinaire, et on intègre ce fameux boni ordinaire qui nous fait du bien, boni ordinaire budgétaire de 2020, de 770 816 € à l'ordinaire. Au niveau des recettes ordinaires, nous avons des compléments de recettes aux exercices antérieurs, un petit montant de 276 000 € sur ces fameux calculs de subvention sociale fédérale 2, des notes de crédit pour un montant de 1 141 €, excusez-moi, et 125 € pour des intérêts créditeurs sur notre compte de placement. Donc il faut savoir, pour le premier trimestre de cette année, nous avons réussi à avoir 25 € net d'intérêt sur un placement d'1 500 000 € auprès de notre banque. 23 733 € pour l'accord sectoriel de 2020. Rien au niveau des recettes ordinaires de prélèvement. Au niveau des recettes ordinaires de prestations, là, on prévoit 600 € en plus pour la location d'un garage dans un de nos locaux à Astières. Pas de supplément recettes ordinaires de transfert, et l'intégration du deuxième boni budgétaire, qui est le boni extraordinaire pour un montant de 188 658 €. Rappelons la règle aussi, ce qui est de l'extraordinaire doit rester à l'extraordinaire et ne peut pas être rapatrié à l'ordinaire. 3 222,45 € pour des indemnisations supplémentaires liées à des montants qu'on reçoit en cas de déclassement de véhicules, de heures. Excusez-moi, je pense, omis de mettre un T. J'ai oublié, il manque un T. Oui, au niveau des radars, je m'en excuse. Je ferai mieux la prochaine fois. Et au niveau des dépenses extraordinaires d'investissement, donc un montant supplémentaire de 96 000 €, donc 15 000 € pour l'acquisition de 20 PC, de 40 écrans, de 5 PC portables, la migration Bisécure. Donc, il faut savoir qu'on a recours à des marchés fédéraux, parfois du Forum, par exemple, et que notre nouvel agent ICT veille à nous fournir la meilleure qualité de matériel informatique au meilleur prix. 75 000 € supplémentaires pour l'acquisition de 2 combis
pour le service d'intervention et d'un véhicule pour le service de proximité. Donc, il fait passer le budget à 115 000 €. Rappelez-vous, cette MB3 qui a été rejetée par la tutelle parce qu'introduite tardivement, eh bien, nous remettons le montant ici pour un des deux combis. L'acquisition d'un poteau radar suite à une dégradation, donc on nous a dégradé 2 poteaux radars en très peu de temps. Ici, c'est pour le deuxième poteau. On prévoit une dotation après financement du service extraordinaire de l'ordre de 95 671 €, qui est une dotation au fonds de réserve extraordinaire au départ du service extraordinaire, parce qu'on ne peut pas rapatrier des montants de l'extraordinaire à l'ordinaire, sauf dans le cadre du Covid-19 en commune exceptionnellement. Un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire qui est nul, puisque nous avons assez pour le financer. Et au niveau du fonds de réserve provision, donc on a maintenant un fonds de réserve ordinaire qui atteint 615 191 € après modification budgétaire, et un fonds de réserve extraordinaire qui atteint 95 000 €, donc ce qui nous fait des réserves de l'ordre de 700 000 €. Rappelez-vous, à la construction du budget initial 2021, on avait besoin de tous nos fonds de réserve pour pallier aux subventions qu'on ne pouvait pas introduire. On peut aussi prévoir entre nous de grosses recettes au niveau NAPAP cette année, mais nous préférons rester prudents aussi. De toute façon, ces recettes supplémentaires viendront générer à ce moment-là un boni pour le compte 2021. Merci à vous. Merci pour ta bonne présentation. Donc, qui a des questions? C'était très clair pour l'MB, je ne vois personne. OK. Qui approuve notre première MB de l'année 2021? À l'unanimité, merci. Donc, le point suivant, c'est une information divisionnaire concernant, je dirais, l'attribution, la non-attribution d'emploi. Exactement. Donc, je dois vous informer que suite aux ouvertures d'emploi qui avaient été décidées par le Conseil, le Collège a décidé le 25 janvier d'arrêter la procédure pour le recrutement d'un inspecteur principal à l'intervention. Donc, si vous vous souvenez, c'est un peu ce que Denis vient de rappeler aussi à plusieurs reprises, l'emploi avait été ouvert, puis quand on a fait le budget, on s'est rendu compte que ça coinçait quand même pas mal au niveau des dotations fédérales. Et donc, par mesure de prudence, on a décidé, cet emploi-là, de stopper complètement la procédure. Par contre, on a attribué l'emploi d'inspecteur membre intervention à l'inspecteur Lola Pearson, qui habite à Oloistia et qui nous rejoindra le 1er mai. Elle va en fait venir remplacer Fabien Marchal, qui lui, sur base du montant convenu avec la ville de Dinan, est passé à la proximité essentiellement dans le cadre du suivi des incivilités à Dinan. Alors, le collège, au mois de mars, le 29, a décidé de recruter et de nommer M. Cornil comme comptable. Donc, M. Cornil est actuellement niveau C et il a postulé chez nous un emploi de niveau B comptable pour remplacer Chantal Maltête qui partira à la pension fin de cette année, enfin au printemps, à l'automne. Et de recruter Mme Florence Rigol comme assistante sociale. Denis vous en a parlé. Elle est actuellement assistante sociale contractuelle au sein du service d'aide aux victimes de la zone de police d'Andenne. Ces deux personnes arriveront chez nous le 1er juillet. Et donc, quand on a parlé des 6 mois de traitement qu'on a ajouté pour l'assistante sociale, c'est pour ce recrutement-là. OK, pas de questions. Merci. Donc, c'est juste une info. Oui. Maintenant, une publication d'emploi. Mais comme je viens de vous le dire, le Conseil avait décidé de recruter un inspecteur principal pour la direction de l'intervention. Début de l'année, le collège, en raison des difficultés à boucler le budget, avait mis fin à la procédure de sélection. Toutefois, au vu du résultat du compte de 2020, on se rend compte qu'il y a un fonds de réserve important qui donne les garanties suffisantes pour ouvrir cet emploi dans les années à venir. D'autant plus que finalement, la rotation du personnel est quand même assez importante. Il est dès lors proposé de recruter dans le prochain cycle de mobilité un inspecteur principal. Le mode de sélection sera l'interview par le chef de corps. La mise en place ne pourra pas avoir lieu avant le 1er janvier 2022, donc ce recrutement n'aura aucune incidence sur le budget 2020, mais bon, on peut espérer sur
des bonnes nouvelles que nous venons de recevoir, qu'on aura beaucoup moins de problèmes à boucler le budget 2022 que le 2021. Des questions? Non? Tout le monde approuve? Oui, à l'unanimité, merci. Alors maintenant, l'acquisition de matériel informatique. Non, il y a plusieurs dossiers. Il y a 3 dossiers en matière de recrutement. Le suivant concerne un inspecteur là, à la direction d'intervention de nouveau. Donc l'inspecteur Frédéric Maranzan a été recruté par le dispatching provincial et va faire mobilité le 1er mai. Son emploi a été ouvert en interne, mais aucun candidat ne s'est déclaré. Il est dès lors proposé au conseil, pour le remplacer, d'ouvrir un emploi d'inspecteur à la direction d'intervention dans le prochain cycle de mobilité. Le mode de sélection sera l'avis du chef de corps. S'agissant d'un remplacement, ce recrutement n'aura aucune conséquence sur le budget. Au contraire, l'INP Maranzan sera déjà parti depuis quelques mois quand il pourrait être remplacé. Donc, on va rester avec une vacance de l'emploi pendant un minimum de 4, peut-être de 6 mois. OK, pas de questions. Point suivant. Il y a un 3e point de recrutement, c'est l'ouverture d'un emploi de catalogue niveau B, assistante sociale. Alors là, ce n'est pas ce dont je viens de vous parler, ce n'est pas vraiment non plus une vraie ouverture d'emploi, mais c'est une régularisation. Je m'explique, en fait, Céline Dujeu, qui est membre du service assistance aux victimes de la zone, qui travaille chez nous depuis, je dirais, 16 ans, quelque chose comme ça, n'est pas assistante sociale, mais est criminologue. Donc, elle fait un travail d'assistance sociale en ayant un diplôme supérieur, mais malgré ça, elle ne dispose pas de la même échelle barémique que les assistantes sociales. Elle dispose d'une échelle barémique plus générique et moins intéressante. Actuellement, il est possible qu'elle obtienne cette échelle barémique directement liée au diplôme d'assistance sociale, à condition qu'elle obtienne un nouvel emploi par mobilité. Ce n'était pas possible quand on l'a recrutée, c'est possible maintenant. Donc l'idée, c'est d'ouvrir son emploi pour qu'elle puisse le postuler, qu'on la recrute, et à partir de ce moment-là, elle pourrait être payée comme la personne qui fait le même travail qu'elle avec un diplôme inférieur et qui est assise sur le bureau, sur la chaise en face d'elle. Ça aura une influence sur le budget 2022. 2021, ça sera vraiment minime. On peut l'estimer ça à 6 000 € brut pour une année d'intégration dans cette nouvelle échelle barémique. Mais je crois que les personnes qui fassent le même travail soient payées de la même manière. C'est un principe d'équité qu'on a toujours essayé de respecter. D'autant plus s'ils donnent satisfaction et qu'ils ont un diplôme supérieur à leurs collègues. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Non, des remarques? Non, tout le monde approuve. À l'unanimité, merci. Maintenant, l'acquisition de matériel informatique. Oui, donc de manière à remplacer du matériel obsolète, mais aussi à favoriser le travail à distance ainsi que la portabilité des applications police et toujours équiper le nouveau commissariat, il est nécessaire de procéder à de nombreux achats ICT. Il est dès lors proposé au Conseil, je dois dire qu'on avait fait une grande pause pendant 2-3 ans au niveau de ces achats-là, d'acquérir via les marchés fédéraux 21 PC avec clavier et souris, 40 écrans avec garantie 5 ans, 5 portables avec sac à dos et lecteur DVD, une caméra pour vidéoconférence, pour une salle de réunion et 10 souris sans fil. Tout cela via des marchés fédéraux. D'assurer la migration BLM vers Bisécure dans le cadre du contrat fédéral Vito. Cela veut dire que cela nous permet de travailler sur les applications policières à distance et via des PC portables, par exemple, qui n'ont rien d'exceptionnel. Mais c'est évidemment une application qui est tout à fait sécurisée. Actuellement, on en a 8. Et en passant, je vais dire, en changeant de fournisseur, on pourrait à peu près pour le même coût avoir 20 utilisateurs qui puissent travailler sur les applications police en distanciel en même temps, ce qui est, par les temps qui courent, particulièrement précieux. Et d'acquérir par procédure sur simple facture acceptée 10 supports pour écran double, un écran de grande taille avec support mural et un boîtier avec 4 disques durs pour nos enregistrements de grande capacité. Au niveau budgétaire, pour l'ensemble, cela correspond à plus ou moins 30 000 € qui sont disponibles en raison de la modification budgétaire qui vient d'être votée il y a quelques minutes. OK. Et il y a des questions?
Non, tout le monde approuve le point. Merci, à l'unanimité. Maintenant, l'acquisition de véhicules. Oui, donc les véhicules d'intervention, on a déjà aussi parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Le 8 décembre, le Conseil avait décidé l'achat d'un véhicule d'intervention VW Tiguan. Malheureusement, cet achat reposait sur la modification budgétaire que nous avions votée en décembre et que la tutelle a refusé, puisque bien évidemment, à juste titre, il était trop tard pour introduire une modification budgétaire. Donc, sans modification budgétaire, cette acquisition n'a pas pu avoir lieu. Par ailleurs, depuis lors, dans le cadre du plan pluriannuel de remplacement des véhicules, et tenant compte des délais importants de livraison, il est déjà opportun de commander un deuxième VW Tiguan pour le service intervention. Il est donc proposé d'acquérir ces véhicules via marché fédéral avec accessoires et striping pour un montant estimé à 84 000 €, TVA comprise, mais dans ces 84 000 €, il y a 15 000 € de contrat d'entretien pour 9 ans ou 180 000 km et d'acquérir par facture acceptée 2 ensembles rampes lumineuses sirènes pour un montant estimé à 7 800 € TVA comprise. Les crédits sont nécessaires suite à la modification budgétaire qui a été approuvée aussi il y a quelques minutes. OK, sur le point, pas de questions. Très bien, l'unanimité. Point suivant, c'est une décision pour autoriser du déclassement de mobilier non, et de j'ai encore une matériel. acquisition de véhicules. Il y a un deuxième point. L'acquisition de véhicules, c'est une moto. Donc, en 2020, suite à un accident de service, la moto BMW R1250 RT a été endommagée et déclassée. Dans ce dossier, le policier est en droit et la zone de police a été indemnisée pour un montant de 10 500 €. Il est dès lors proposé au conseil de police d'acquérir via le marché fédéral une moto du même type, BMW R1250 RT, avec les options pour un montant de 25 000 € et de retirer de l'inventaire du patrimoine de la zone le véhicule déclassé. Les crédits avaient été prévus dès le vote du budget 2021. OK, désolé. OK pour tout le monde, très bien. Donc, la suite, on déclasse du mobilier et du matériel. OK, il y a deux choses. Il y a d'abord le matériel qui concerne essentiellement notre radar répressif, donc la zone a acquis en 2008, avec 5 boîtiers qui se trouvent à Farmagne, Ivoire, Ragimont, Hanté et 1. La commune d'Henri avait complété sur fonds propres le dispositif pour l'acquisition d'un boîtier installé à Warnan, rue des Maisons de Pierre. Ce radar argentique est devenu obsolète. Il est même complètement impossible d'encore l'utiliser puisqu'on ne peut plus se procurer les films nécessaires à son fonctionnement. Entre-temps, la commune d'Henri a décidé de remplacer son boîtier par un boîtier numérique qui a déjà été commandé, est en attente de livraison. On en a parlé au collège précédemment, il devrait arriver dans le courant du mois de mai. Pour les 5 boîtiers de la zone installés sur les routes nationales, un dossier d'aménagement a été introduit à la région wallonne, désormais seule compétente pour gérer cette infrastructure. Nous n'avons pas de nouvelles de ce dossier. Donc, en fait, maintenant, la région wallonne n'accepte plus que les communes de leur propre chef installent sur les routes régionales des dispositifs de contrôle. Elle veut gérer ça à son niveau et respecter des normes en termes de nombre d'habitants, de nombre d'accidents et ainsi de suite. Mais nous, comme ces radars et boîtiers existent déjà, on a introduit un dossier pour voir si c'était d'accord de numériser. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas espérer plus que 2 adaptations, 2 aménagements dans le courant de 2022. Ce serait déjà très bien parce que, bon, des zones n'ont pas rentré de dossier. On peut espérer qu'on en aura 2, mais ce n'est pas gagné. On n'a aucune nouvelle jusqu'à présent à ce niveau-là. Et donc, on vous propose de retirer de l'inventaire de la zone le radar répressif argentique qui n'est plus d'aucune utilité. OK, pas de questions. Continue, Bernard. Alors, dans le mobilier, là, lors du déménagement des commissariats de Dinan à Sierre-Ivoire vers le nouveau complexe, une partie du mobilier de bureau n'a pas pu être récupérée, principalement en raison de sa vétusté. Il s'agit essentiellement d'armoires, de chaises ou de fauteuils de bureau. Il est dès lors proposé au conseil de retirer ce matériel de l'inventaire de la zone et de le proposer à la vente au personnel, puisque des choses peuvent encore être utiles pour des associations, ou dans des garages, ou dans des caves ou des greniers. Le mobilier restant sera ensuite évacué vers les filières de recyclage, puisque bon, il y a des choses qu'on sait déjà d'avance qu'on ne vendra pas, que personne ne voudra, parce que ça ne vaut vraiment plus rien, quoi. Voilà. OK, il y a des questions? Je ne fais pas toute la liste du matériel parce qu'il y en a un paquet. Hein. Tous les types de chaises et tous les types de tables. OK.
à l'unanimité. Et maintenant, donc, les déclassements de véhicules. Oui, donc la zone de police dispose d'un véhicule diesel Renault Modus acquis en 2010 et comptabilisant près de 120 000 km au compteur. En raison d'inconvénients majeurs liés au confort et à la sécurité du véhicule, celui-ci n'est plus utilisé. Sa mise en conformité nécessiterait des frais disproportionnés par rapport à sa valeur résiduelle. Il est dès lors proposé au conseil de police de retirer de l'inventaire du patrimoine de la zone ce véhicule Renault Modus et de le vendre au plus offrant. Donc là, on propose au personnel toute une série de garages qui se sont manifestés chez nous et à qui on envoie la proposition de vente du véhicule. Avec les portières blindées? Non, c'est un véhicule Renault Modus, c'est même pas un véhicule, c'est un véhicule anonyme, c'est même pas un véhicule strike-pay. On ne blinde que les véhicules d'intervention. OK, plus de questions? Donc on doit retirer le blindage avant de les vendre. À l'unanimité. Maintenant, une information sur l'arrêté du gouverneur. Oui, donc ce sont les différentes décisions de la tutelle, essentiellement l'approbation de notre deuxième modification budgétaire de 2020, l'approbation du compte 2019 que nous avons reçu le 8 janvier 2021, l'approbation du budget 2021 et la non-approbation de la troisième modification budgétaire de 2020, ainsi que la non-acceptation, la non-approbation de la décision d'acquérir un véhicule, comme je viens de vous le dire, puisque la modification budgétaire qui le permettait a, elle aussi, été non approuvée. OK. Voilà. Ceci termine le conseil en séance publique. Est-ce que vous avez des divers avant de libérer notre Denis, donc notre receveur? Il n'y a rien d'autre, je regarde. Oui, Philippe qui a levé la main. Oui, juste une question, je veux dire, qui ne sera pas évidente à vos yeux. On a bien entendu la province de Liège qui ne réagirait pas en cas d'ouverture de l'ORECA à partir du 1er mai. Quelle serait la réaction de la zone ici, au point de vue zone de police, au point de vue des bourgmestres éventuellement, quant à une ouverture le 1er mai, si le Codeco de demain devait reporter, admettons, en 15? C'est une question assez simple, mais une réponse assez difficile pour vous, je suppose. Je ne sais pas si à qui elle est posée, si elle est posée au bourgmestre ou… Au commissaire de… elle est posée au bourgmestre d'Astières, puisque c'est un conseiller d'Astières qui tient un restaurant à Astières. en zone de police. Et donc, on est bien au courant qu'à Liège, que ce soit le gouverneur, que ce soit la zone de police, que ce soit les bourgmestres, tout le monde est d'accord de dire que, bon, si à un moment donné, l'ORECA décidait symboliquement de réouvrir le 1er mai, en tout cas au minimum sur les terrasses, que personne ne réagirait officiellement, on va dire. Et donc, par rapport à ça, quelle serait la position de la zone ici si l'ORECA local faisait la même chose que nos homologues liégeois? À mon avis, il faut déjà de la sagesse d'attendre la position du Codeco demain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, l'autorité, je dirais l'autorité suprême, c'est quand même le fédéral. Donc, je vois mal un gouverneur qui viendrait imposer ça dans sa province, objectivement. Voilà, mais j'espère que ce sera positif. Mais je vois mal ne pas respecter la loi en disant que c'est une obligation de rester fermé. Je vois pas, je me vois mal. Enfin, je me vois mal aller dire aux divisionnaires non, tu laisses tout faire et tu laisses passer le bazar. Enfin, moi, je me plierai, comme disait la commissaire d'arrondissement, on se pliera à ce qui nous serait imposé, puisque qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est un peu ma vision. Je ne sais pas comment ce que mes collègues bourgmestres en pensent, mais voilà. Maintenant, si on nous donne le choix, qu'on tape si on tape la responsabilité sur les bourgmestres, comme on en a un peu parlé, ben ça sera chacun. Attends, il faudrait quand même avoir une discussion au niveau de la zone. Ça, tu as raison, Philippe. Mais aujourd'hui, chaque bourgmestre ne va pas décider unilatéralement en disant oui, moi j'autorise, moi je n'autorise pas, sans non plus se mettre d'accord avec la zone de police. Évidemment, le gouverneur ici en Pointe-Namur est peut-être un petit peu entre deux chaises, puisque ça a été autorisé certains restaurants ou à louer, on va dire, un véhicule, une tente ou quoi que ce soit. Donc, ça a été autorisé plus ou moins en Pointe-Namur. Et par contre, en province de Liège, clairement, si demain le Codeco dit
que l'ORECA n'ouvrira pas avant le 15 mai. La province de Liège, en tout cas gouverneur, zone de police et bourgmestre, n'interviendront pas si quelqu'un ouvre le premier. Voilà, donc c'était une réflexion qui est peut-être dans l'air du temps, mais comme tu le dis, on verra demain quelles sont les décisions du Codeco, quoi. Ouais. Il se peut effectivement que le fédéral, disons, élude sa responsabilité en mettant ça sur le dos, comme tu dis, des bourgmestres, en se disant que c'est quand même eux qui sont principalement les mieux placés pour voir ce qu'il convient de faire dans leur commune en fonction justement du tissu Eureka, du tissu touristique et des terrasses qui existent. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on risque effectivement d'arriver à une situation pareille. Alors est-ce que c'est pour ça que l'ensemble des bourgmestres de la zone doit avoir la même position? Parce que les situations sont quand même excessivement différentes dans les différentes communes de cette zone. Donc si vous décidez de ça en conseil de police, je vous demande quand même d'être très attentif à ces différences qui sont là, il n'y a rien à faire. Ivoire n'est pas Dinan, et n'est pas Astière, et ainsi de suite. Tout à fait, mais ça, voilà. Je vois que le bourgmestre de Dinan voudrait bien prendre la parole. Oui, ben, je voulais surtout repréciser un certain nombre de choses par rapport à ce qui a été dit, notamment en province de Liège. Ce que le gouverneur de Liège a émis comme position, c'est une position, je vais dire, idéal à son sens, c'est-à-dire que le Codeco aille dans une possibilité d'ouverture des terrasses dans le cadre d'une gestion de l'espace public qui soit plus satisfaisante que ce qui se fait actuellement. Et le gouverneur de la province de Liège a précisé qu'il se plierait évidemment aux décisions qui seront prises par le Codeco. Il y a à côté de ça un certain nombre de comportements qui ont été annoncés par des restaurateurs de la région liégeoise, qui étaient de dire, nous, quoi qu'il arrive, nous ouvrirons le 1er mai. Il ne faut pas confondre les deux, hein. Attention, Philippe, il faut vraiment pas confondre les deux. Il y a, comme souvent, avant un Codeco, une espèce de mouvement de certains secteurs politiques disant, ben voilà, nous, on propose ça ou on propose ça. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la position du gouverneur de Liège, et vous l'aurez compris, je la partage à 200%, étant donné les circonstances propres à la ville de Dinan, comme l'a exprimé Mikri. Maintenant, le Codeco prendra attitude, nous l'espérons dans le bon sens, et puis après, comme d'habitude, je dirais, avec les collègues bourgmestres, on devra adapter les décisions prises au niveau fédéral à des situations locales qui peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Et puis, la semaine prochaine, nous aurons une réunion avec l'ensemble des bourgmestres au niveau de la province, avec le gouverneur, pour coordonner les différentes attitudes. Donc, tout se fait dans ce cadre-là. Mais évidemment, à titre personnel, pour la situation de la ville de Dinan, au mois de mai, où normalement on aura des conditions météorologiques normalement plus clémentes, ben, on pourrait s'attendre à davantage de présence, et donc dans ce cadre-là, d'avoir des conditions d'action et d'activité des visiteurs un peu plus facile si on avait des terrasses. Mais ça, il faut l'exprimer maintenant, mais nous verrons bien les décisions qui seront prises plus tard. Et la zone de police a toujours su jusqu'à présent s'adapter par rapport à toutes ces décisions, et on est très confiant dans la manière dont elle s'adaptera encore dans l'avenir. Et on peut le souligner, ça n'a peut-être pas été assez souligné jusqu'ici, mais la zone de police a eu aussi des difficultés au niveau des effectifs, et jusqu'à présent, elle a su répondre aux enjeux, et je pense, enfin, je vais le dire à titre personnel, et je pense en ayant l'appui des collègues bourgmestres responsables de la police,
avec la satisfaction des différentes communes par rapport aux enjeux et par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres communes. Donc, voyons la décision demain et puis on verra bien ce qu'on pourra faire. Mais soyons pragmatiques comme d'habitude. Non, tout à fait, tu as tout à fait raison et je remercie aussi la zone parce qu'au point de vue effectif, etc., je sais que ça a été compliqué et on n'a eu aucun problème ici dans la zone et tant mieux et merci à eux. Mais par contre, au niveau de la symbolique du 1er mai, où je pense que beaucoup de restaurateurs veulent ouvrir symboliquement ne fût-ce que leur terrasse, en province de Liège, même si on attend évidemment tous ces décisions du Codeco, mais en province de Liège, en tout cas dans la zone de police Liège-Centre, justement dû aux effectifs présents, fatigués, parce que ça fait un an que les effectifs de police sont mis à toutes les sauces et je comprends leur fatigue. Justement, ils avaient insisté sur le fait qu'ils ne réagiraient pas pour montrer aussi peut-être qu'une certaine, je ne vais pas dire une certaine compréhension de la situation, mais enfin en disant non, ben, arrêtez de nous mettre à toutes les sauces aussi. Donc c'était juste dans cette optique-là, voir quelle serait la réaction de la zone, mais j'ai compris que la zone suivrait exactement les désirs du Codeco. Oui, divisionnaire. Oui, moi je voulais rappeler quand même un petit principe de base, c'est que si l'expression consacrée est que le bourgmestre est le chef de la police, ça s'applique à la police administrative et au fonctionnement général de la police, et pas à la constatation des infractions judiciaires qui n'est pas de la compétence de l'autorité administrative, mais de l'autorité judiciaire, qui est souvent, et qui a quand même eu souvent son mot à dire dans le cadre de cette pandémie. Et si toute une série de situations se passent actuellement, sont verbalisées ou ne le sont pas, ce n'est pas le fait des autorités administratives, mais le fait du procureur du roi qui estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas infraction, qu'il y a matière ou pas à poursuivre. Et qu'en tant que policier, en matière judiciaire, on est actionné par l'autorité judiciaire et pas par l'autorité administrative. Voilà, je crois que c'est quand même un principe, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire avec souplesse, avec intelligence, avec peut-être, un peu moins d'entrain à un certain moment, mais c'est un principe quand même qu'il est important de rappeler, je crois. Reste à voir ce que l'autorité judiciaire décidera si le Codeco remet la responsabilité sur le dos des bourgmestres. On ne le saura que demain. Ouais. On verra, on attendra demain avec impatience et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour aller sur une terrasse le 1er mai. Voilà. Axel, tu as oublié de baisser la main, je crois. OK. Donc, je vais libérer ceux qui ne doivent pas se trouver en huis clos. Je regarde dans le public. Si nous avions un énorme public ce soir, je vois que tout le monde est parti. Voilà, donc, on a une bonne nouvelle au huis clos, la décision du renouvellement